Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Ouais, ça va bien, Nicolas? Content de te voir, Nicolas. Très content également, Nicolas. Ça part bien. On change la formule. 20%. C'est quoi un 20%? 20%, mais ça, on a souvent entendu parler du 20%, c'est mythique. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais je pense que c'est un mythe, fait que les gens ne comprennent pas tout à fait qu'est-ce que c'est. Puis je pense même que c'est Google, je pense, qui a démarré. Je ne sais pas si c'est Google qui a parti ça, mais c'est activement et fortement. C'est encore en action de nos jours chez Google. Là, puis tu es un bénéficiaire de ce 20%-là. Fait que tu vas être capable de t'expliquer tout le bénéfice de ce 20%-là et comment il fonctionne. Oui, je pense qu'on va parler du 20% parce que je crois qu'il devrait y avoir des 20% dans toutes les compagnies. Toutes les compagnies se porteraient mieux. Oui. Puis les employés se porteraient aussi mieux parce que c'est vraiment le fun de sortir un peu du cadre de sa job. Bon, OK. Fait que longue histoire courte. Un 20%, c'est quoi? Chez Google, tu peux passer 20% de ton temps à faire quelque chose qui va être bénéfique pour le monde, pour autant que ton idée est bonne, est endossée, qu'elle fait du sens. Évidemment, c'est sûr que tu peux pas faire un 20% d'aller faire de la pâtisserie puis de la cuisine. Il faut que ça soit lié à régler un problème puis que ça fasse ça fasse bénéficier la compagnie. Donc, moi, quand j'ai commencé chez Google, je savais que ce petit 20%-là existait. Un jour, j'ai vu passer un courriel. Je pense que j'avais déjà raconté ça dans un des autres podcasts. J'ai vu passer un courriel comme quoi on lançait un nouveau produit qui était Cloud IDS à ce moment-là. Moi, comme je commençais chez Google, je voulais explorer un peu cette idée-là de 20%. Tu passes 20% de ton temps à ne pas faire ta job. Bon. La réalité d'un 20%, c'est pas 80% de ta job, 20% du nouveau projet, c'est plus 100% de ta job, puis 20% en plus du 100% à faire ton 20%. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le fun que ça te procure à sortir de ton rôle au quotidien, de donner des heures en extra le soir, la fin de semaine, parce que mon 20%, c'est ce que ça finit par être. Là. Je travaille la fin de semaine puis le soir là-dessus. Mais c'est très enrichissant. Fait que ça te permet d'essayer d'autres choses. Ça te permet d'apprendre d'autres choses. Avec les ressources de Google à ta disposition aussi. Et voilà, c'est ça qui est le fun. Ça aussi, ça te permet dans un plan de carrière d'essayer des trucs, puis des fois, tu peux penser que tu aimerais faire quelque chose, puis finalement, ça ne l'est pas. Tu aimerais faire d'autres choses. Tu te découvres beaucoup à travers un 20% parce que tu n'es pas régi par ton cadre de travail. Tu es régi par l'objectif ultime, l'idée que ça a, puis tu y vas, tu l'essayes. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas ta job. C'est quelque chose en surplus à ta job. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait mon premier 20%, quelque chose de non formel. C'est-à-dire, j'ai levé la main un moment donné en voyant passer un courriel interne qui annonçait le lancement de Cloud IDS. J'ai levé la main, j'ai vu, hey, dans le courriel, ça disait que le produit était alimenté par Palo Alto Networks. Moi, je connaissais bien Palo Alto Networks de mon ancienne vie. J'ai levé la main, j'ai dit, hey, bonjour équipe produit, avez-vous besoin d'aide sur quelque chose? C'est essentiellement ça qui s'est passé. Ils ont fait, on aurait besoin de quelqu'un qui fait un deck pour aider à vendre le produit. Je fais, OK, on va le faire. C'est dans mon realm, puis je vais faire ça. Je l'ai fait. Là, tranquillement, pas vite, ça m'a permis d'essayer des nouvelles affaires, puis me découvrir une affinité pour la mise en marché, puis pour enregistrer des vidéos, puis des blogs, puis participer à des événements marketing, ce que j'avais pas tant fait dans mon ancienne vie, mais que j'ai découvert que j'adorais ça, faire ça. D'ailleurs, je suis venu parler à toi. C'était un peu, quand je suis venu parler au Secure, c'était un peu la finalité de ça. Fait que, bref, j'ai fait des 20% projects, beaucoup avec l'équipe sécurité réseau. C'est là qu'on a lancé Cloud IDS, la Cloud Firewall. J'ai aidé aussi pour l'audit de Forrester pour Cloud Armor, qui est notre WAF, qui a été. Puis le résultat de ça, avec des collègues, j'ai fait ça avec Yann Belrose, que tu connais, puis Samy, un de mes collègues. On a aidé l'équipe produit à qualifier Cloud Armor dans le cadran de Forrester. Écoute, c'était tout un job, mais bon, d'où que c'est enrichissant, ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses. Puis là, plus récemment,
j'ai décidé d'essayer un nouveau 20%, parce que ça faisait quand même 3 ans que j'aidais l'équipe sécurité, réseau, c'est-à-dire tout ce qui était plomberie. Puis je voyais qu'il y avait toute la division cloud security avec tout ce qui se passe en AI. Ça m'intéressait beaucoup d'explorer ça. Puis, de fil en aiguille, à force de parler à des gens, j'ai réussi à me mettre en contact avec la product manager, le outbound product manager de cloud security. Fait que là, ça m'a permis d'essayer un nouveau 20%. Celui-là, il est officiel, c'est-à-dire qu'il est enregistré dans le système. C'est pas juste Nico qui lève la main en disant Hey, je peux-tu aider quelqu'un? Là, c'est plus ça. C'est vraiment officiellement dans le système d'HR de Google. J'ai un dotted line. Il faut que je mette toutes les mêmes formations que les employés de cette équipe-là. Fait que, à partir du 1er août, je vais commencer comme Outbound Product Manager pour l'équipe de Cloud Security. Je vais couvrir Chronicle, Virus Total, Mandiant. Le rôle d'un OPM, c'est de faire le pont entre l'équipe produit, les clients, le marketing, les relations de presse. Donc, c'est comme d'être au centre de ça, d'être la voix du client pour les produits, d'être la voix des produits dans les événements marketing. Fait que ça risque d'être bien. Je suis pas mal excité. Ouais, je te comprends de justement ce changement-là. Dans ce cas-ci, ce 20%-là, puis là, tu avais dit que ce que tu m'avais dit, c'est aux ventes. Il est un peu moins souple que probablement en ingénierie. Oui, les 20% chez Google, c'est relativement démocratisé. Tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive pas souvent. Chez Google, les 20%, j'ai beaucoup de mes collègues qui en font. Mais la réalité qu'on a dans les ventes, c'est ce que c'est. Notre priorité, c'est les clients, c'est d'être capable de faire avancer nos projets. Côté ingénierie, les 20% sont un petit peu différents. Parce que quand tu es en ingénierie, il y a beaucoup plus de monde qui font la même job. Contrairement aux ventes où est-ce que tu as une petite équipe qui s'occupe de certains clients spécifiques, fait que la portabilité, tu ne peux pas juste déplacer le monde en fonction du développement. Fait que ça se prête un petit peu difficile, pas différemment à quelqu'un qui est dans ventes. C'est pour ça que je parle plus d'un 120% que d'un 20%. Parce que, ben, c'est ça. Moi, mes clients, quand ils ont besoin de moi, il faut que je les aide. Puis, c'est pas parce que je fais mon 20% avec l'équipe de Cloud Security que je vais laisser de côté mes clients pour autant. Fait que, la réalité est un peu différente, mais c'est le fun. Ça change vraiment d'air dans ton quotidien. Oui, puis là, tu parlais que comme là, tu fais de rentrer officiellement dans un vrai 20% plus officiel ce coup-ci. Fait que ça te donne vraiment un accès complet à ce que l'équipe fait normalement. Oui. Tu n'es pas juste un outsider. De ton ancien rôle de 20%, c'était plus comme un outsider qui donne un coup de main. Là, tu es un vrai contributeur avec tout le bénéfice que ça a. Exact. Bien, c'est sûr que c'est un peu différent parce que comme ton rôle est normalisé, bien, effectivement, tu as accès à tout comme si tu étais dans le rôle à 100%, même si c'est juste 20%. Dans le rôle non officiel, c'est quand même le fun parce que tu fais des choses, mais c'est sûr que tu es plus la personne qui aide versus la personne qui fait partie de l'équipe. Il y a quand même une bonne différence, mais je trouve que les deux façons de faire, que ce soit officiel ou non officiel, sont super enrichissants pour tout le monde. Quand c'est un 20%, ce qui est le fun de ça, c'est si jamais tu réalises que tu n'aimes pas ça. Ou que la job, elle ne te plaît pas tant, ou que le contexte ne te plaît pas tant. Ben, tu passes au prochain. C'est pas 100% ton travail. Si c'est de quoi qui ne te plaît pas, ou au contraire, c'est quelque chose que tu aimes, là, ça te permet de mettre le pied sur le gaz ou mettre le pied sur le break puis essayer d'autres choses. Oui, ben c'est un espèce de stage. Si tu veux, si tu as l'occasion de faire un stage, c'est sûr que c'est plus facile dans une très grande compagnie de faire ce genre de choses-là. Mais j'ai toujours, puis ça fait longtemps, des années 2000, dans le temps où j'étais chef d'équipe, justement, les personnes que je supervisais, c'est une des choses que j'avais dit. Vous pouvez utiliser un 20%-ish de votre temps pour faire de la recherche. C'est sûr qu'il faut que ça sorte de l'objectif de l'organisation, mais dépasser la production quotidienne,
aller utiliser ce temps-là pour parfaire vos connaissances qui vont avoir un bénéfice pour pour votre quotidien ou aller améliorer les éléments. Parce que quand on est la tête en production, ben, on ne voit pas toutes nécessairement les opportunités ou les choses qu'il faut voir. Puis quand on relève la tête, un peu comme tu mentionnes, ben là, tu vois d'autres horizons, tu fais d'autres choses. Puis si ça te permet, si tu n'aimes pas ça, mais ça t'a quand même enrichi malgré tout de ça, aller plus loin. Ou si tu aimes ça, ben là, comme tu dis, dans le fait, et ça favorise un mouvement transversal dans l'organisation, du mouvement horizontal qui peut aller dans un autre poste qui correspond au plus tu es rendu dans ta carrière. Parce qu'on change, c'est pas tout le monde qui aime faire la même chose tout le temps. Donc, ça donne une belle occasion d'évoluer sans faire de promotion. Exact. Ce qui est intéressant, dans le fait, quand je recule un peu dans mon passé, puis là, tu sais, je t'écoutais parler, puis tu as raison, puis je l'ai fait avant. Écoute, là, je rewind, 15 ans. J'avais chez Jean Coutu. Au moment où les iPads ont commencé à arriver en entreprise. Puis une des choses que mes collègues et moi, on avait fait, écoute, on était des fervents de ça, essayer les tablettes. On a onboardé un MDM, tu sais, essayer de craquer la mobilité. Là. Puis tu sais, ça a l'air simple aujourd'hui, mais quand tu remarques ça, en 2009 ou 2010, là, non, c'est un autre ball game. Avoir un iPad au travail, tu étais un extraterrestre. Là. C'était encore à ce moment-là, d'avoir de l'accès à Internet au travail était un privilège. C'était pas tout le monde qui avait accès à Internet. Il fallait que ça dans le bon groupe AD pour pouvoir débloquer l'accès à Internet. Tu fais ça gentil avec ton boss pour avoir exact. Ça. Puis moi, je me rappelle très bien de quand je travaillais chez Jean Coutu, un jour, j'avais fait installer le système de prescription sur un iPad. C'était du système de remote desktop. C'était vieux comme la table. C'était pas du 3270, là? Non. C'est une affaire dans le terminal vert, mauvais. Là, ça fait 15 ans. Mais je me rappelle très bien être rentré dans une salle de conférence où j'avais un meeting avec le fils de Jean-Michel, qui s'appelait. Lui avoir mis mon iPad personnel avec Expo dans les mains. Puis il avait fait je me rappellerai toujours de cette phrase-là. Il m'a dit je redoutais le jour où quelqu'un ferait ça. Ça, c'était un 20% en soi. Là. Oui. Il n'y a jamais personne chez Jean Coutu qui m'a demandé hey Nick, ça serait donc bien fun si tu explorais tout ce qui est possible de faire avec la mobilité. Pas en tout. T'sais, moi, je m'étais acheté un iPad parce que je trippais là-dessus. Là, j'essayais de voir pour ma compagnie qu'est-ce qui pourrait marcher. Ben, j'ai mis AirExpo sur une tablette. Puis là, AirExpo, c'était le système de prescription des Jean Coutu. Puis, je suis arrivé, j'ai donné ça dans les mains du vice-président de la pharmacie. C'était un 20%, mais c'était pas officiel. Ce que j'aime chez Google, c'est il y a un décorum autour du 20%. Je pense que toutes les entreprises devraient faire ça. C'est bien qu'un décorum parce que ça évite la perte de temps, mais en même temps, puis c'est ce que je constate énormément, parce que j'ai eu des occasions où j'ai pu voir ce genre de choses-là, où mon équipe pouvait avoir ce genre de situation-là dans laquelle ils peuvent bénéficier de ce temps-là. Faut que ce soit encadré parce que tu ne peux pas partir sur. Parce que si tu laisses les gens, ils peuvent partir sur n'importe quoi. Il faut s'assurer, c'est pour ça que le côté formel est important. Mais ce que je déplore, puis ce que je vois beaucoup, ce qui se passe maintenant, puis c'était quand même un peu le cas avant aussi, ils mettent dans les mains d'un petit groupe l'innovation. Oui. Puis au lieu de la disperser, parce que c'est ça le 20%, c'est de rendre la capacité d'innovation puis l'étendre à l'entreprise au complet de façon contrôlée comme Google le fait. Là, ils mettent ça dans les mains d'un petit groupe de 4-5 personnes qui ont comme un statut d'innovation ou de centre d'excellence ou peu importe comment ils veulent le nommer. Fait que ça vient comme l'espèce d'endroit au lieu de permettre à tout le monde, puis un peu l'exemple que tu mentionnes quand tu étais chez Jean Coutu, d'émerger de ça puis d'arriver avec des idées et que l'ouverture d'entreprise pour te permettre, parce que ton boss a dû quand même te permettre de travailler sur des choses un peu à côté, un peu sur ton temps, un peu sur le temps de la job. C'est ça. Je rentrais de bonne heure. un mélange des deux un peu qui permet ce genre de choses-là. Puis pour l'avoir supervisé, je trouve ça génial parce que effectivement, il en sort des choses utiles. Pas tout le temps, mais ça l'aide à ouvrir. Puis il faut documenter dans le cas dans lequel j'ai eu à vivre.
en tant que superviseur, ben là, il fallait vraiment le documenter. Si tu décidais de faire ça, ben documente tes travaux, puis si c'est un échec, ben documente ton échec. Pour qu'on n'y retourne pas après. Exact. Parce qu'il y a le bénéfice d'avant pour l'organisation qu'on a appris que c'était pas une bonne idée, cette avenue-là. Donc, de l'art de le documenter. Si on prend un exemple d'oubli de documentation, il y a la faille regression avec OpenSSH, qui était un exemple de ça, où il y a quelqu'un qui a enlevé une ligne de code qui avait été mis il y a longtemps, qui réglait un problème, et ça a réintroduit le problème plusieurs années plus tard, parce que c'est ça. Fait que c'est important de le documenter pour que quand on expérimente, ben, que l'expérimentation nous permette de au moins valider des avenues qui sont peut-être pas bonnes. Ouais. Des fois, les 20% peuvent avoir des impacts extraordinaires. Il y en a un que tu connais publiquement, un 20%. Ah, là, pris comme ça, j'ai aucune idée, là. Gmail. Ah ouais? Gmail est un 20%. Quelqu'un un jour, au début des années 2000, qui a eu cette idée-là, ça s'est transformé. Fait que, tu sais jamais où des idées comme ça peuvent mener. Oui, puis ça l'a changé. Oui, ben, c'est toute une révolution. Comme utilisateur, quand c'est apparu, on était à l'époque où Hotmail, je crois, avait été racheté par Microsoft. Je ne suis pas sûr si c'était à cette époque-là ou c'était ça, parce que bref, on était dans un modèle où ils réduisaient tranquillement la taille du mailbox. Puis on était rendu genre à des choses comme ridicules, comme on avait juste 10 megs, sinon il fallait payer. Puis c'était en réduction énorme comme ça. Puis le Gmail est arrivé. Puis Gmail dit, ben, on a 1 gig en partant, puis ça va juste aller en grandissant. OK, 1 gig, je sais pas, c'était quelle date, là, 2000? Au milieu des années 2000, c'était gros, hein. C'était énorme. Oui, ils disent, on donne 1 gig, puis on le fait grandir. Maintenant, c'est plus vrai que ça grandit, là, ou ça grandit tellement lentement qu'on le voit plus. Mais à cette époque-là, à chaque fois, tu avais en bas de avais un compteur en bas de ta mailbox. Tu voyais où tu étais rendu sur ça, puis tu le voyais monter quasiment en temps réel. C'était complètement faux parce que ça a révolutionné de façon énorme les choses, parce que là, Hotmail a dû renverser sa politique de genre régression de fermer. Je pense qu'il y avait Yahoo Mail aussi à cette époque-là aussi, qui était dans un contexte où il était en train de réduire de plus en plus. Il faut rentabiliser, on réduit. Le Gmail arrive de l'autre bord. Ah, il n'y a pas de limite, bye. Il n'y a pas de limite. Ben, 1 gig à l'époque, c'était pas de limite, tant qu'à moi. C'est ça. Bref, les 20%, tu sais, je pense que le sujet du podcast aujourd'hui, c'était plus de parler de qu'est-ce que ça peut amener comme bénéfice. Tu sais, ça te sort de ta zone de confort. Ça te permet des fois de créer des trucs qui vont transformer la compagnie, puis dans certains cas, transformer le monde. Ouais. C'est quand même pas négligeable. C'est un espace à l'innovation qui doit être cultivé par les entreprises. Oui, clairement. Fait que je pense que c'était le fun aujourd'hui un peu de communiquer ça. Moi, je suis ultra heureux de pouvoir faire ça. Ça me fait voir des choses que j'aurais jamais vues dans mon travail. Tu sais, veux pas, tu regardes ça dans l'ensemble. Je suis dans le territoire de Montréal, je m'occupe de clients québécois. Pour moi, réussir à avoir accès à une équipe produit qui déploie des choses ultra innovatrices, c'est extraordinaire. C'est des choses que j'aurais jamais pu atteindre en restant ici à Montréal sans 20%. Parce qu'il n'y en a pas des postes comme ça, spécifiques à Montréal. Souvent, c'est pas ça. Ils sont à San Francisco, ils sont ailleurs. T'sais. Fait que c'est le fun d'être capable de sortir un peu de là puis de voir ça. Puis des fois, on invite moi, j'invite des clients à venir découvrir Google. T'sais, on fait des EBC, là, des Executive Briefing Centers. C'est quand on les sort, on sort nos clients pour les faire explorer tout ce que Google peut offrir. Puis ça fait partie de la culture, l'innovation, les 20%, ça fait partie des choses qui sont profondément ancrées. J'espère vraiment que tout le monde va. Ouais, c'est une belle source d'innovation, puis je pense que ce serait une bonne chose que justement ça soit plus largement adopté que juste par quelques grandes firmes en TI. Puis là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, tantôt tu me posais la question, parle-moi donc, je suis en training. Fait que là, moi, dans les prochaines semaines, il faut que je fasse mes trainings les soirs à la fin de semaine. Ça reste un 120 pour pouvoir tout apprendre comment le produit fonctionne. Fait que dans les prochaines semaines, probablement au retour au printemps après GoSec, on refera notre prochain podcast. C'est loin le printemps après GoSec. Le GoSec, excuse-moi. C'est septembre. En septembre, octobre, je devrais être capable de commencer à jaser plus en profondeur
du stack de Security Operation. Il y a des belles affaires qui s'en viennent là-dessus. C'est des choses que là, je suis content, mon 20%, il va me donner accès à ça pour être le porteur de ballon là-dessus. Super cool. Ouais. Bon sujet. Oui, c'était très agréable. On va conclure là-dessus. Sur le bout de le troisième, on conclut là-dessus. Il y a des fins un peu aléatoires sur les autres. Toujours un plaisir. Ça, j'aurais un plaisir.